dans la lettre de l'acheteur, notre mini-magazine sur les matières premières agricoles, mini-magazine en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. On s'intéresse évidemment au marché à surveiller de plus près que jamais. Toutes les informations qui sont évidemment aussi à retrouver sur le site tous les jours. Les sujets, vous allez le voir, sont variés. On commence tout de suite avec la baisse de la production des betteraves en Europe qui a profité au cours du sucre, qui ont rebondi de 60% depuis la fin du mois d'avril, après une année marquée par la sécheresse et la jaunisse. La filière betteravière était en difficulté. Le rendement moyen était ainsi estimé par le ministère de l'Agriculture à 65 tonnes par hectare, soit une baisse de 20 tonnes par hectare par rapport à l'an dernier. Il s'agit donc du plus faible rendement depuis 2001. Alors à cette baisse des rendements s'ajoutait également la baisse des surfaces de betteraves, mais voilà, désormais la filière peut se raccrocher à deux notes d'optimisme. Alors l'une sanitaire, l'autre financière. La dérogation accordée aux betteraves pour l'utilisation des néonicotinoïdes pour les 3 prochaines campagnes, et puis ensuite la forte hausse des cours du sucre depuis la fin avril. Alors reste cependant une grande inconnue sur le marché mondial, l'évolution de la consommation de sucre compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui impacte forcément la consommation hors des foyers. Autre information avec cette note d'espoir pour la Réunion qui espère avoir enfin son premier chocolat réunionnais depuis des années. En tout cas, c'est bien parti. Cela fait désormais de nombreuses années que l'association des cacaoculteurs de la Réunion essaye de relancer la culture du cacao sur l'île, et grâce à la production locale, les premières récoltes ont pu être réalisées. Alors pour l'instant, ce sont encore des phases de test, des difficultés subsistent puisque le cacao est une culture équatoriale et que les températures sur l'île sont légèrement différentes. Le climat demande donc à adapter les procédés de fabrication qui également prennent beaucoup de temps entre deux récoltes. Il se passe quand même 4 ans. Mais voilà, l'association espère tout de même réussir à fabriquer un chocolat 100% réunionnais de l'arbre à la tablette, et donc éviter de revendre le produit des récoltes à de grands noms de l'industrie du chocolat. Et puis enfin, on termine avec un point sur le marché des oléagineux qui continue de s'envoler alors que le confinement réduit le pouvoir d'achat. Les prix du maïs, du soja ou encore du blé augmentent. Alors les raisons, elles sont d'abord climatiques avec le phénomène météo, la Niña, excès de pluie ou au contraire sécheresse en Europe. Les conséquences sont une baisse évidemment significative de la production mondiale. Et puis ensuite, la raison est économique puisque la Chine continue d'acheter massivement. Le pays commande des quantités records de grains. Se pose alors la question d'un éventuel retour d'un cycle haussier pour les matières premières agricoles à la faveur de la baisse du dollar. Voilà pour les principales informations développées sur le site La Lettre de l'Acheteur. À suivre notre interview de Louis Pimpot, le directeur des ventes de Log2Go, un fournisseur pour professionnels de l'industrie agroalimentaire. À tout de suite. Notre invité aujourd'hui, Louis Pimpot, le directeur des ventes de Log2Go, qui est avec nous en direct. Bonjour Louis. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'activité de votre entreprise, l'activité de Log2Go? Oui, tout à fait. Log2Go, c'est une société de négoce et de matières premières qui a été créée il y a une vingtaine d'années au Luxembourg. Elle a été créée par un acheteur pour aider les acheteurs dans leurs problématiques quotidiennes et les services R&D des industriels de l'agroalimentaire. Alors concernant l'actualité du marché, Louis, quels sont les facteurs qui influencent les prix en ce moment? Il y en a multiples, les facteurs politiques. On peut avoir des facteurs bien entendu d'offres, de récolte, le Covid. Il y a un multiple de facteurs qui vont influencer les prix des matières premières et notamment les amandes et les noix. Concernant l'offre, comment est-ce qu'elle se compose en ce moment? Est-ce qu'on peut faire peut-être un rapide retour sur les fondamentaux de l'amande pour votre auditoire? L'amande, en fin de compte, l'offre totale, c'est 1 700 000 tonnes, avec la Californie qui représente 80% de l'offre, voire 1 360 000 tonnes, suivi de l'Espagne et suivi de l'Australie. Donc, le marché est assez... si on fait un focus sur l'amande californienne, on voit que c'est vraiment le marché de référence. 33% de la demande, c'est la demande domestique. 27%, c'est la demande qui vient du vieux continent, de l'Europe. 24% de l'Asie, du Moyen-Orient.
Alors cette année, on a assisté à une chute incroyable du marché de l'ordre de 40%, à cause principalement du type de lockdown. Les principaux pays étant fermés, la demande a énormément chuté. Et puis également, on a une récolte record qui avait été annoncée en mai, qui a été confirmée en juillet. Une récolte de 3 milliards de pounds, soit 1 360 000 tonnes. Avec les stocks invendus de l'année passée, on est arrivé à une offre qui était 20% supplémentaire, excédentaire par rapport à l'offre de l'année passée. Donc le marché s'est écroulé et le marché était pris en tenaille, une offre qui augmente et une demande qui s'écroule. Donc le marché a atterri sur un prix plancher à 1,75 $ cette année, en août. Il venait de 3 $ par pound en début d'année, qui a déclenché une vague d'achat massive sur les amendes des contrats à terme, plus 50%, et une vague massive également des livraisons, plus 25%. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette demande va perdurer parce que là, on a uniquement passé les 3 premiers mois de la saison. Donc quid de l'évolution de la consommation avec le Covid, quid également de l'évolution de la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine et les États-Unis et l'Europe, avec les répercussions sur les droits douaniers qui peuvent bloquer bien entendu la demande. Et puis également, quid des conditions météo, parce que ça reste un fondamental. On a besoin qu'il pleuve et qu'il neige en fin d'année pour les amandes, pour reconstituer les stocks d'eau, pour alimenter les vergers en avril et en mai. Et puis aussi, on a besoin du coup qu'il ne pleuve pas, surtout pas au mois de février, pendant la pollinisation, quand les abeilles ont besoin de butiner tranquillement les amandiers. Donc notre recommandation, si on peut en donner une sur les amandes, c'est qu'un dollar en ce moment qui est assez faible, d'ailleurs étrangement, mais assez faible face à l'euro, et des Californiens qui ont besoin de vendre énormément, c'est un alignement plutôt positif pour éventuellement poursuivre les couvertures sur 2021 sur les amandes. Alors on a compris, votre spécialité ce sont les marchés des amandes et des noisettes. Pour conclure, il faut vraiment préciser que ce sont deux marchés très différents. Oui, tout à fait. Alors les noisettes, on est sur un marché plus ou moins d'1 million de tonnes, avec la Turquie qui représente 60% de l'offre, suivi de l'Italie, des États-Unis, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. Mais on est une Turquie qui pesait encore en 2017 74% de l'offre. Donc ça reste un marché de référent. La demande, elle, est plus ou moins équilibrée à 950 000 tonnes. Et on a un marché très oligopolistique pour la noisette parce qu'il y a uniquement, grosso modo, 10 sociétés qui représentent 70 à 80% de la demande mondiale. Donc complètement différent par rapport à l'amande qu'on a vu précédemment. Parmi lesquelles Ferrero, qui seul pèse 40% de la demande mondiale. L'autre particularité du marché des noisettes, c'est que l'État turc intervient sur le marché en soutenant les prix artificiellement via une coopérative d'État qui s'appelle la TMO et qui propose des prix planchers aux producteurs, aux fermiers. Ferrero, d'ailleurs, est également en compétition avec la TMO pour essayer de capter un maximum de volume des fermiers. Donc en ce moment, depuis le début de la campagne, on assiste à un bras de fer entre la TMO et les fermiers, et d'ailleurs entre les fermiers également et Ferrero, parce qu'ils ne s'entendent pas sur le prix. Les fermiers souhaitent un prix élevé pour compenser l'inflation galopante du pays. Il faut savoir qu'en Turquie, la lire turque a perdu 50% de sa valeur depuis le 1er janvier jusqu'au 11 novembre, 50% de sa valeur face à l'euro, qui est colossal. Donc les fermiers préfèrent conserver leur noisette qui, pour eux, devient une valeur refuge. Le marché étant bloqué, la demande s'est rabattue sur les autres origines et elle devrait normalement revenir tôt ou tard quand les origines seront tarifs parce que la Turquie reste le plus grand pays producteur de noisettes. D'ailleurs, Ferrero doit annoncer prochainement un prix d'achat pour les fermiers, donc on s'attend à ce que le marché monte d'ici peu de temps. D'ailleurs, il a monté récemment en euros à cause du limogeage ou de la démission, on ne sait pas bien, du ministre des Finances, qui n'est autre que le gendre d'Erdogan. Merci beaucoup Louis Pimpeau d'avoir répondu à nos questions. À suivre la commo du jour. La commo du jour avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Vous avez Bonjour Clotilde. Sélectionné pour commencer le sucre New York numéro 11. Oui, configuration vraiment sur le fil du rasoir, hein. C'est ça qui est intéressant pour moi sur le sucre New York. Pourquoi elle est sur le fil du rasoir ? Eh bien parce qu'on est au contact, là le 16 novembre, d'un niveau clé, d'un niveau vraiment majeur pour l'analyse sur quelques mois, voire même sur un horizon plus long, ce niveau à 15,50.
C'est un niveau qu'on a déjà testé en février 2020, c'est un niveau qu'on a déjà testé aussi en novembre, décembre 2017. C'est donc un niveau qui bloque en fait la progression du sucre depuis plusieurs années, 3-4. On est donc sur le sucre dans un très large intervalle en fait en bas, entre un niveau de support majeur aux alentours des 10 et ce niveau, cet obstacle à 15,50. Alors on le teste, on le travaille encore une nouvelle fois et on sait qu'en analyse technique, lorsqu'on teste un niveau, lorsqu'on le travaille et qu'on n'assiste pas entre guillemets à de réactions baissières assez fortes, et bien parce qu'on a on a des chances de le dépasser. On voit le dernier test en mars, et bien vous voyez, on avait testé ce premier niveau une semaine, 2 semaines, et puis derrière, on avait assisté à 4 semaines de très très violentes corrections. Donc tant qu'on reste au-dessus du dernier creux, le dernier creux, c'est 13,94. Et bien, il y a des chances de déborder ce niveau en clôture. Et s'il est débordé, eh bien, il faudra viser en fait la taille de l'intervalle, les 5,50. Donc la différence entre 15,50 et 10, grosso modo, ce qui nous enverrait vers à la louche 21,50. C'est le niveau de résistance de février 2017. Le niveau majeur, en fait, c'est 24, qui est là aussi le haut d'un intervalle de consolidation de plus long terme. Donc c'est vraiment le niveau clé à surveiller pour les semaines à venir. Si on le franchit en clôture, on libère un vrai nouveau potentiel de hausse sur le sucre New York. Et on s'intéresse pour terminer à Robusta. Oui, le café. Donc le café, donc de café, le Robusta, je m'intéresse à celui-ci parce qu'il a lui aussi une configuration technique particulièrement pertinente. Quelle est-elle, celle-ci? Eh bien là aussi, on est au contact d'un niveau clé. Donc là aussi, c'est un sous-jacent agricole qui est sur le fil du rasoir pour déclencher quelque chose d'envergure. Quel est ce niveau clé? C'est 1475. Ça a été un niveau de support en septembre et décembre 2018. C'est devenu un niveau de résistance en juin 2019, décembre 2019 et plus récemment en août 2020. Vous voyez que c'est vraiment un niveau en fait d'articulation du marché. Lorsqu'on l'a cassé, on a effectivement déclenché un mouvement baissier important. Si on le refranchit en clôture, c'est tout l'inverse. On validera alors une figure de retournement assez belle en analyse technique qui est une figure de renversement en tête-épaule inversée. Première épaule de juin 2019 à décembre 2019. La tête, donc de décembre 2019 à septembre 2020. Et puis là, on serait en train de faire la deuxième épaule. Alors là, les cours, ils sont très proches de 1475. Si on franchit en clôture, là aussi, signal haussier, si on franchit en clôture cet obstacle, on libère un nouveau potentiel de hausse assez rapide entre 1770 et 1850. On doit d'ailleurs assister, lorsqu'on déborde cet obstacle, on doit d'ailleurs assister à une franche et nette accélération, une hausse de la volatilité assez importante qui serait probablement conditionnée à la publication de nouvelles, mais ça on le verra plus tard. Donc à surveiller parce que là aussi on peut déclencher quelque chose d'assez puissant pour les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup Mathieu Driol, c'était la lettre de l'acheteur. Merci de nous avoir suivis pour ce mini magazine. Rendez-vous dans un instant pour le JT de vuedailleurs.com.